Effectivement, monsieur le conseiller, parce que il y a moins d'un mois, le ministère de l'économie se plaint du durcissement du financement des projets au Cameroun par la Chine. La Chine demande de rembourser, de commencer à payer les crédits octroyés déjà pour l'acquisition des MA60. On se souvient qu'en 2011, le président et son épouse étaient en Chine. Ils sont allés au siège d'AVIC. Ils sont montés même dans cet avion MA60 pour le tester. Et la Chine a décidé de nous offrir un qui a servi à l'armée. Seulement, il y avait aussi un projet de construction d'un centre de maintenance d'avions chinois au Cameroun pour ce MA60. Seulement, entre la livraison de cet avion en 2012 et l'autorisation faite par l'autorité aéronautique, ça s'est passé, on a passé carrément 5 ans. Entre-temps, les Chinois sont partis construire le centre de maintenance au Congo-Brazzaville et actuellement, ils demandent de rembourser alors que ça fait à peine 2 ans que ces avions fonctionnent et Cameco dit que les MA60 sont les plus rentables actuellement, présentement. Est-ce que le président est au courant de tout ce qui se passe? Parce que entre la livraison de l'avion et la mise en service, si on doit attendre 5 ans, et entre-temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des trafics d'influence, l'autorité qui ne veut pas signer, le ministre qui est fâché, et on nous parle à l'Assemblée nationale des rétrocommissions. Est-ce que tout ça échappe au président? Mais moi, je vais vous retourner. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Parce qu'il y a un Premier ministre qui est chef de gouvernement. Vous comprenez? Ça, c'est de l'ordre de l'exécutif. Ça, c'est de l'ordre de l'exécution, je veux dire. C'est non seulement de l'ordre de l'exécutif, mais c'est également de l'ordre du gouvernement. Tout ce que vous êtes en train de me dire là, je vous ai ramené ça un jour dans une émission en vous parlant de vision, objectif, planification, contrôle de mise en œuvre, c'est-à-dire contrôle d'exécution et contrôle des impacts. C'est-à-dire vous avez un projet qui prévoit tout ce que vous avez dit là, qui doit s'inscrire dans le temps. Ou tout au moins, quand vous allez négocier avec les Chinois, vous dites, OK, MA60, le centre de maintenance, c'est à quel moment on va le mettre à telle période. Et si vous suivez, ça se fait. Mais pourquoi le projet se retrouve subitement au Congo, alors qu'au Cameroun, vous avez un marché beaucoup plus important? Je vous rappelle qu'autrefois, nous avons eu un centre de maintenance des avions à Douala. Et voilà une chose qui a disparu. Et voilà une capacité qui a été perdue de cette façon. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où on ne suit pas ce qu'on fait. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de suivi de vos décisions. C'est un peu comme on parle des cahiers de charges dans le cadre d'une concession. Si vous ne suivez pas suivre pour prescrire le cahier de charges par rapport au concessionnaire, ensuite, en suivre l'exécution et la mise en œuvre. Parce que l'exécution et la mise en œuvre entraînent très souvent, n'est-ce pas, des investissements nouveaux, de création d'emplois, du taux de croissance et ainsi de suite. C'est ce suivi, mais vraiment diligent, qui permet de créer des points de croissance, qui permet de créer des emplois et qui permet même d'augmenter le revenu de l'État à travers les recettes fiscales. Mais c'est un problème de quand vous ne suivez pas. Et dans des situations actuelles, il y a problème. Moi, je ramène tout ça à une espèce d'ordre politique où il y a une hypercentralisation qui crée finalement des phénomènes d'embolie. Des phénomènes d'embolie dans les canaux de décision. Vous voyez, l'embolie, c'est-à-dire le blocage, quoi, comme dans les artères, la circulation de sang, c'est-à-dire ça se gonfle, ça crée des effets d'étranglement dans les décisions. Or, pour rendre les décisions plus fluides, pour les rendre plus rapides, pour les rendre plus flexibles, lorsque vous allez décentraliser et que vous allez ramener un certain nombre de compétences au niveau régional, au niveau communal, vous allez voir comment les décisions pour un certain nombre de choses vont aller très vite. C'est un peu ce que je vous ai dit l'autre jour pour l'eau potable. Qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un, pour boire de l'eau potable à Bamenda, à Guider, à Maroua, à Mokolo, à Bertoua, à Douala, soit obligé, dépendre d'une décision de quelqu'un qui est assis à Yaoundé. Non. Lorsque vous allez ramener ces choses-là, cette compétence au niveau régional, au niveau communal, vous allez voir que ça va aller très vite. Il y a... Pour un pays qui vous est plus familier, en France par exemple, vous avez c'est les villes qui traitent de leurs problèmes d'addiction d'eau. Ça n'a pas à dépendre de l'addiction d'eau. Il y a même des pays où, même lorsque vous êtes dans le cadre d'une fédération, on sait ce qui doit être reversé à l'État central, mais les questions par exemple de forêt et ainsi de suite sont du ressort de l'État, c'est-à-dire du ressort de la région, c'est-à-dire de l'État fédéré, c'est-à-dire du ressort, dans le cas du Cameroun, du ressort de la région. Ces questions minières sont du ressort de la région. Mais les questions de surveillance de frontières du ressort de l'État central.
question des relations extérieures du sol État central, la monnaie du sol État central. Mais il y a un certain nombre de préoccupations qui doivent être du ressort de la région, voire de la communauté, et ça accélère. Ça fait que le processus n'est plus un processus sériel, c'est-à-dire qu'il doit se faire en série avec des effets d'embolie, de blocage, mais il devient un processus parallèle. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un est en train de résoudre son problème d'addition d'eau à Berthois, celui de Bafoussam est en train de résoudre le sien par d'autres moyens et des moyens plus adaptés à ses conditions. Celui qui est à Guidère est en train de résoudre le sien sans que tout ce monde-là dépende de Yaoundé. D'ailleurs, ça amène les gens à être plus imaginatifs, à être plus innovatifs, à être plus réactifs, créatifs par rapport à leurs problèmes. Parce que c'est comme ça qu'ils prennent leur destin en main. Vous n'attendez pas, les gens, les populations n'attendent plus que ça tombe de Yaoundé comme une manne du ciel. Ça fait des gens qui sont pratiquement comme des gens zombifiés, vassalisés, qui dépendent d'un Dieu qui est assis quelque part pour leur sort. Alors qu'ils ont tous les moyens, tout ce que vous avez à faire, c'est de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent prendre leur destin en main. Voilà pourquoi nous sommes bloqués là où nous sommes. Quand on parlait l'autre jour de la localisation du deuxième pont sur le Vouri, où vous avez, voyez, un deuxième pont qui vient se mettre sur un premier pont en créant des effets d'entonnoir dans une ville, cette décision a été prise où? Vous croyez que cette décision a été prise à Douala? Si cette décision devait être prise à Douala dans un contexte démocratique, les gens, les résidents de Douala auraient compris immédiatement que ce deuxième pont ne doit pas se trouver là. Il doit se trouver probablement un peu plus vers Douala Nord, c'est-à-dire vers Makepe et ainsi de suite. Et vous n'auriez pas les effets de strangulation que vous avez actuellement, ces effets d'entonnoir, d'embouteillage et ainsi de trafic, parce que ce n'est même pas un problème de génie civil. Ça, ce n'est pas un problème d'ingénierie. Ce n'est pas un problème de construction de pont. C'est un problème de gestion de trafic. Vous voyez ce que je veux dire? En anglais, on aurait dit traffic engineering. Parce que là, ce n'est pas un problème de construction. Ils ont un civil engineering issue. C'est un problème de traffic engineering. C'est ça que vous devez gérer. Vous voyez bien comment le trafic se perd à Ndokoti, Bonandio, New Bell, Makepe. C'est ça que vous devez gérer. Ce n'est pas la construction d'un pont. La construction d'un pont, c'est une technologie, je vous ai dit, qui est suffisamment maîtrisée. Si vous l'amenez plus vers Aquanor, on saurait comment le faire. Et si vous l'amenez vers Aquanor, ça va désengorger, n'est-ce pas, la ville. Le gars qui vient du sud-ouest et celui qui vient de l'ouest n'ont pas besoin de venir se rencontrer à Bonabéry pour aller de l'autre côté de Douala. Le gars qui vient de l'ouest pourrait traverser directement au niveau de Lopom ou de Makepe. Il entre directement en ville, pendant que celui du sud-ouest rentre par Bonabéry, il n'aurait pas besoin de se rencontrer. Vous voyez? C'est un peu comme celui qui vient de Bonandio, qui veut aller à l'ouest, et celui qui vient de Makepe, qui veut aller à l'ouest, sont obligés de venir se rencontrer au rond-point d'Aïdo pour aller à l'ouest. Ils n'ont pas besoin de le faire. S'il y a un pont du côté de Makepe, celui qui est à Aquanor passe par ce pont. Celui qui est à Bonandio passe par Daido. C'est simple, vous voyez? Mais si cette décision se prenait localement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une relation, une corrélation entre nos institutions de gouvernance politique et la dynamique de prospérité. Avec des institutions beaucoup plus rendant les régions plus autonomes, on arrive à de bien meilleures décisions, à des décisions pour l'intérêt des populations. Certainement pour l'intérêt des populations. Vous allez me poser la question, comme vous me l'avez déjà posé un jour, mais pourquoi ça ne se fait pas? Mais pourquoi on est bloqué là? Mais c'est simplement parce que la situation actuelle, il y a un certain nombre de gens qui ont intérêt à la situation actuelle, des intérêts personnels, forcément égoïstes à la situation actuelle, qui est en fait au dépens de l'intérêt des populations. Pour ça que ce soit là. Donc il nous faut, par tout ce que vous faites, justement, et je vous félicite pour ça, par tout ce que vous faites comme émission, vous éduquez la population, vous faites des citoyens qui sont conscients, vous les politisez, c'est une très bonne chose, et ils deviennent des citoyens responsables. Quand ils vont mettre, n'est-ce pas, leur bulletin de note, je veux dire leur bulletin de vote, quelque part, pour soutenir le président ou un autre candidat, ils le feront en, n'est-ce pas, en parfaite conscience. Ils feront ce qu'ils veulent. Conseiller, revenons un peu sur l'actualité politique. Tout le monde parle du dialogue comme solution de sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout le monde, sauf le gouvernement. Je pense que le président parle du dialogue. Moi, j'allais plutôt dire, les gens disent que quand le gouvernement parle... Dialogue sur la forme de l'État. Ah, sur la forme de l'État. Ben, c'est un dialogue, c'est un sujet, je dirais même un sujet, puisque je vous dis que pour moi, c'est un sujet important. Il est même majeur. Donc pour moi, s'il n'y avait même pas problématique de dialogue, ce serait un sujet de dialogue. C'est un sujet de débat entre les Camerounais. C'est un sujet urgent de débat entre les Camerounais, parce que le sort de ces jeunes gens-là, le sort de vos jeunes frères, est lié à la structure de l'État, à la structuration de l'État.
Je peux perdre mon poste pour ce que j'ai dit, ça c'est pas mon problème. Je parle aujourd'hui pour l'intérêt des Camerounais et pour l'intérêt des futures générations. Je ne suis pas attaché au poste. Pas du tout. Il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi il est encore là? Je me dis, attendez, puisque je peux parler librement, puisque je peux faire ce que je veux, puisque je peux discuter avec vous, puisque je peux pousser mon agenda, que ceux qui font le poste en fassent ce qu'ils veulent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, je vous dis, c'est un sujet majeur. C'est un sujet définissant. C'est un sujet essentiel pour le sort du développement au Cameroun, c'est-à-dire pour le sort des futures générations. D'abord de vos générations, parce qu'il suffit d'avoir une autre architecture institutionnelle qui va essentiellement vers l'autonomisation. Quand je dis autonomisation, c'est peut-être des mots qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la répartition du pouvoir politique. Une meilleure répartition du pouvoir politique entre le centre, les régions et les communes. Si elle est faite, les choses, c'est peut-être difficile à faire, mais il faut que les gens travaillent. Pourquoi nous aimons les solutions de facilité comme ça? Il faut qu'on travaille pour trouver, pour redessiner cette affaire-là. Sinon, regardez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Regardez le constat. Vous voyez, plus de pauvreté, plus de précarité. Maintenant, c'est le repli sur soi-même. C'est plus de tribalisme. Je vois des propos dans les médias. C'est des propos haineux entre les tribus. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se faire. C'est comme si vous n'aviez pas Dieu. C'est ce que je vois dans les réseaux sociaux. Les propos haineux entre les tribus. Alors que... J'ai l'impression que c'est le gouvernement qui instrumentalise le repli identitaire. Parce que même dans les nominations... Comme on parlait tout à l'heure du problème dit anglophone, on se rend compte que le Premier ministre qui est du Nord-Ouest n'a jamais mis pied dans le Sud-Ouest. L'ancien Premier ministre Moussongué, qui est du Sud-Ouest, n'a jamais mis pied dans le Nord-Ouest, alors qu'ils sont tout le temps envoyés en mission. C'est un mode de gouvernance, je vous dis, qui est dangereux pour le développement. Ben, c'est pas ça. Mais vous avez les résultats aujourd'hui. Ça ne crée pas plus de solidarité, ça ne crée pas plus d'entraide, ça ne réduit pas le tribalisme. Au contraire, je ne vous dis pas là quelque chose que vous n'observez pas. D'abord, ça ne crée pas la croissance. Vous avez déjà ça, vous l'avez de la récence, c'est la tenue de la croissance. Ça ne réduit pas la pauvreté, puisque je vous ai dit tout à l'heure que quand je regarde les taux de pauvreté actuel, 38% ou 37%, avec plus de population, donc il y a plus de pauvres. Maintenant, comment on faisait le point d'achèvement, on atteignait le point d'achèvement. En plus, les sentiments que j'ai, c'est que les gens se replient dans les villages. C'est une espèce de villagisation du Cameroun. Vous-même, vous êtes en ville, mais même les villes sont comme un conglomérat d'ethnies, n'est-ce pas, en pleine ville, sans parler donc des villages. Donc, quand vous voyez le trend, la tendance, c'est une espèce de villagisation du pays. Et c'est le résultat d'une gouvernance, forcément. Et lorsque vous êtes dans le cadre d'une décentralisation, d'une autonomisation des régions, ça ne veut pas dire que les gens, il n'y a plus libre circulation. Il y a libre circulation. Je peux décider que moi, c'est plutôt à Guidère que je me sens bien. Et je m'en vais à Guidère, je m'installe là-bas. Je suis Camerounais. Je suis peut-être né à Douala, mais de Douala, ou tout ce que vous voulez, avec vos références là, mais qui ne sont pas mes références. Moi, je n'aborde pas les Camerounais à travers des références sectaires. J'aborde les Camerounais à travers le fait qu'ils sont Camerounais, qu'on a une communauté de vues, un peu comme on est là. C'est par ça qu'il y a un problème. Mais le sectarisme tribal que vous voyez actuellement, c'est un fioul, il est en train d'alimenter, il n'alimente pas ceux qui parlent de unité de la nation. Le Cameroun est un et indivisible, ça devient simplement des slogans. Ça ne se traduit pas par les actes de gouvernance et les comportements, et ça ne se voit pas quand vous allez dans un bureau que les gens doivent avoir des documents en français et en anglais parce que le système est tel qu'automatiquement on pense à l'autre. Et je vous dis très bien que cette question, par exemple, de crise anglophone, pour moi, c'est un problème camerounais. Vous ne pouvez pas imaginer que, en tant que vous avez un corps, si vous avez un furoncle au pied, c'est tout le corps, c'est peut-être le corps qui est infecté, donc vous êtes concerné directement. C'est tout le Cameroun qui est concerné. Comment vous pouvez imaginer que la guerre de Boko Haram se passe à l'extrême nord et vous n'êtes pas concerné? Ce n'est pas le Cameroun là-bas, c'est le Cameroun. Ça parce que ici, les gens ont dit que dans ces territoires, on parle anglophone, qu'on va créer un problème anglophone comme c'était... Non, c'est un aspect spécifique d'un problème camerounais. Donc c'est un problème camerounais. Et le fameux dialogue doit avoir lieu entre les Camerounais. Ce n'est pas un dialogue entre anglophones et Camerounais, non. Un anglophone et francophone, non. C'est
un problème camerounais, comme il est camerounais, il concerne aussi bien les anglophones que les francophones. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce n'est même pas un problème qui peut être confiné à la zone anglophone, comme si c'était un problème exclusivement de la zone anglophone. Non. Sinon, ce n'est même plus une nation. Ceux qui ont cette idée de faire des leçons aux gens en parlant d'unité de la nation, mais doivent s'imaginer que si ceux qui sont dans la zone du sud-ouest et du nord-ouest ont des problèmes, je dois moi-même être concerné, partout où je suis. C'est ça la réalité de cette histoire d'unité, d'une seule nation, d'unité nationale. C'est ça qu'elle doit produire. Si elle ne produit pas le fait que lorsque quelqu'un souffre dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest, que moi aussi je souffre dans ma chair, ça veut dire que tout ce que vous dites, la unité nationale, c'est des slogans. Mais lorsque on va se rendre compte que si quelqu'un souffre, que ce problème anglophone, en fait, mon frère qui est dans le nord-ouest, c'est mon frère. L'autre qui est dans le sud-ouest, c'est mon frère. Donc dans le dialogue, il me voit venir vers lui. Qui vous voit venir vers lui. Il prend effectivement que ce problème-là, il n'est plus seul à vivre ce problème. Vous le vivez avec lui. Oui, mais il est pour la mobilisation nationale. Je vous rappelle que j'ai dû écrire un article à ce moment-là pour dire que la guerre que le président a déclenchée là, ce n'est pas la guerre du président Biya. Ce n'est pas non plus la guerre des nordistes. C'est la guerre du Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le même concept. Que les gens se rendent compte à un moment donné, que c'est pour ça que je disais par rapport à cette histoire de Hemingway, que when the North told somewhere, don't ask where the nest, for whom the North is kind of, the bell is tolling.